maintenant, je vous disais la diapo précédente qu'on allait voir plus en détail certaines de ces voies-là. Donc, ça, c'est un exemple. Hein, l'érythropoïèse, on va le voir plus en détail. Et ce qui est important de comprendre, c'est cette voie-là ici, qui, si vous me permettez un retour en arrière, est un résumé de tout ce que j'encercle présentement. Vous n'avez pas à apprendre tout ça ici. J'ai sauté quelques étapes. Mais, à partir de la prochaine diapo, en fait, ici, ça, par exemple, je vous demande de savoir ici. Okay? Donc, c'est comme une version un peu plus simplifiée, mais ça, vous devez le savoir. Donc, je disais déjà que vous devez savoir que la cellule souche de départ, c'est un hémocytoblaste. On ne parle pas de la deuxième cellule souche, ça ne me dérange pas trop, mais le deuxième terme qui est important, c'est le terme EPO. Donc, l'érythropoïétine ou EPO, c'est quoi? C'est une hormone qui est produite par les reins. Et ça va stimuler la production de globules rouges d'érythrocytes. Et ça peut vous surprendre. Les reins, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? Ben, en fait, rien. Hein? Les reins filtrent le sang, produisent l'urine. Alors, et où le rôle avec les globules rouges? Il n'y en a pas. C'est un peu un effet du hasard, hein, on peut dire. C'est que les cellules productrices d'EPO sont disséminées parmi les autres cellules du rein. Donc, il faut imaginer que dans les reins, il y a quelques cellules un peu partout, comme ça, dans les tissus des reins, qui sont productrices d'hormones EPO. Et c'est très important pour moi que vous sachiez que l'hormone est produite par les reins. Je sais que c'est étonnant, parce que là, vous dites, OK, mais là, les reins produisent une hormone qui va aller agir sur certains os, qui va dire, ben là, fais des globules rouges. Je comprends ça. Mais c'est important pour moi parce que si vous travaillez avec un patient qui a une infection urinaire qui remonte aux reins, qui fait de l'insuffisance rénale, qui a une infection aux reins, une lésion aux reins, de l'inflammation aux reins, qu'est-ce qu'on peut avoir? Cancer du rein, peu importe ce que vous allez étudier. Bien, si les reins ne fonctionnent pas et que ça donne que les cellules productrices d'EPO ne fonctionnent pas, bien, ça peut expliquer un cas d'anémie. L'anémie et les reins n'ont qu'un rôle au premier coup d'œil, mais quand vous comprenez bien votre bio, puis là vous dites, ah ouais, mais c'est peut-être le fait qu'on a diminué la production de PO. Puis si j'ai moins de PO, ben j'ai moins de production de globules rouges, puis moins de globules rouges, moins de transport d'oxygène, puis tout ça. Puis donc j'ai des symptômes reliés à une hypoxie, puis en plus, ben, la personne est anémique. Je l'ai vérifié mon hypothèse dans le dossier médical, puis là je regarde, ben oui, le taux de PO sanguin est plus faible que la normale, probablement ça. Donc, puis si le PO est dans le tapis, bien là, vous savez que ce n'est pas les reins qui expliquent l'anémie, donc vous pensez à autre chose. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est des éléments importants qui vous permettent de réfléchir. Donc, oui, le PO est produit par les reins. Et comment ça fonctionne? Bien, l'hémocytoblaste, une fois stimulé par l'hormone érythropoïétine, on va stimuler donc la transformation de la cellule souche en une cellule qui s'appelle proérythroblaste, toujours sous l'action de cette hormone-là, elle va se distinguer, se spécialiser dans un autre état qui est un état un peu plus spécialisé, qui s'appelle l'érythroblaste. Très étonnant, je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi, c'est une caractéristique inexplicable, mais l'érythroblaste va expulser son noyau qui contient l'ADN. Donc, toutes les cellules de votre corps, mis à part des exceptions là, qui n'ont pas de noyau, comme le globule rouge, mais toutes les cellules ont un noyau avec de l'ADN. Alors que l'érythroblaste, lui, va perdre son noyau. Et donc, toute l'information génétique qu'on retrouve normalement dans les noyaux des cellules ne sera pas présente au niveau de ce globule rouge-là. Donc, toute la synthèse des protéines va être affectée. C'est pour ça qu'un globule rouge va vivre 3-4 mois, mais après, c'est fini. On n'a pas de gène, on n'a pas, en fait, on n'a pas l'ADN nucléaire. Donc, tous les processus associés à l'ADN nucléaire ne se feront pas dans le globule rouge. Et l'avant-dernière étape, réticulocyte, érythrocyte. Donc là, je vous donne un truc. C'est sûr que c'est du par cœur. Je veux que pour l'examen, que si vous voyez ces termes-là, vous êtes capable de les remettre dans l'ordre chronologique des événements à partir de la cellule souche, un peu plus spécialisée, jusqu'à l'état final du globule rouge qui s'appelle érythrocyte. Érythro, ça veut dire rouge, cyte, ça veut dire cellule, donc la cellule rouge. Mais si c'était juste de moi, je vous ferais apprendre le latin un petit peu. Les racines grecques, latines, ça peut vraiment nous aider. Je ne vous demande pas de savoir ça, mais si vous savez ça, ça vous aide à retenir. Donc, je suis toujours l'étudiant qui apprend tout ça par cœur, puis que ça prend pas mal de place dans le cerveau, puis que c'est pas mal plate. Ou un ou deux trucs qui vont vous faciliter un peu l'étude de mon point de vue. En bio, blast veut dire jeune cellule, cyte, c'est des cellules matures ou plus âgées. À titre d'exemple, quand vous allez étudier les os, on va parler d'ostéo pour os, c'est un terme que vous connaissez souvent. Ostéoblaste, c'est une jeune cellule de l'os. Ostéocyte, c'est une cellule un peu plus mature de l'os. Ils ont des fonctions différentes. Myo, ça veut dire muscle. Myoblaste, c'est une jeune cellule musculaire. Myocyte, fonction différente, c'est une cellule plus âgée. C'est la même chose. Donc, déjà, blast veut dire jeune cellule, cyte,
cellule plus vieille. Donc, vous savez déjà, pour remettre ça en ordre, au lieu d'apprendre ça par cœur, vous regardez la fin du mot, vous savez que les cytes, ça va à la fin. Et de toute façon, vous connaissez le terme érythrocyte, c'est le globule rouge. Donc, ça, c'est ça qu'on finit là. Je vous demandais tantôt d'apprendre par cœur l'hémocytoblaste. Vous savez que c'est le point de départ, c'est la cellule souche. Maintenant, les blastes, vous allez les mettre en premier, puis les cytes en dernier. Donc, pro-érythroblastes, érythroblastes s'en vont au début, c'est des jeunes cellules, les cytes à la fin. Maintenant, comment vous allez distinguer les deux blastes? Pro, ça veut dire premier, précurseur. Pro, ça veut toujours dire avant. Donc, entre l'érythroblaste ou le pro-érythroblaste, c'est deux fois le même mot. La seule différence, c'est le terme pro. Donc, P pour premier, PR pour premier. Fait qu'évidemment, entre les deux, je vais mettre lui en premier. Fait que les blastes arrivent avant les cytes, pro avant l'érythro. Donc, vous venez de classer vos étapes sans trop d'efforts. Je parle de la cellule souche, mon pro-érythroblaste, ensuite l'érythroblaste. La jeune cellule un peu plus spécialisée. Réticulocyte, lui, on ne sait pas trop le mettre, mais il vient après les blastes, puis avant l'érythrocyte. Donc, il me reste juste une place, et voilà, c'est fait. Donc, c'est peut-être un petit truc qui peut vous aider à mémoriser tout ça. Maintenant, l'autre chose importante, c'est l'axtérix ici. Donc, on vous dit que les vitamines B, particulièrement la 9 et la 12, sont extrêmement importantes pour la formation de globules rouges. Et en fait, c'est des cas d'anémie. On verra ça plus tard dans une autre capsule. Mais une déficience de vitamine B, c'est une anémie qu'on appelle une anémie pernicieuse. Donc, extrêmement importante. Vous manquez de ces vitamines B qu'on retrouve dans certains fruits ou légumes, vous allez diminuer la fabrication d'érythrocytes. Pourquoi? Parce qu'elle sert à fabriquer des protéines, synthèse des protéines nécessaires pour fabriquer les différents globules rouges. Donc, si je n'ai pas assez de PO, bien sûr que je ne peux pas faire de globules rouges. Si je n'ai pas de cellules souches, je ne peux pas faire. Mais même si vous avez de l'EPO puis des cellules souches, si vous avez une carence alimentaire en vitamine B, ces processus-là vont être affectés. On n'aura pas assez de protéines pour terminer le processus. Donc, très important. Et vous allez voir ça régulièrement. Donc, ce n'est pas très grave, entre guillemets, si on le détecte d'avance. Mais on va donner le médecin va prescrire des suppléments de vitamine B, puis ça va régler le problème. Donc, ça, c'est une forme d'anémie. Ensuite, une autre forme d'anémie qu'on appelle fériprive, qui est une anémie là, c'est pas un problème de vitamine B, c'est que la personne ne mange pas assez de fer. Donc, exemple, on ne mange pas assez de viande ou de légumes verts ou en tout cas les aliments qui sont riches en fer. Même chose, le fer est un atome essentiel pour faire la molécule d'hémoglobine et j'ai besoin d'hémoglobine pour le globule rouge. Si je n'ai pas d'hémoglobine ou pas de fer, le globule rouge ne sera pas fabriqué dans sa forme finale. Donc, on va manquer de globule rouge. Alors, c'est évidemment essentiel ces deux éléments-là. Puis je veux que les sachiez par cœur parce que vous allez avoir des patients ou des gens autour de vous qui vont souffrir d'anémie et ça va être causé comme ça. L'anémie, évidemment, c'est un manque de globules rouges. Donc, ça va être causé par un manque de fer ou de vitamine B qui est assez fréquent en fait. Ça peut être des troubles métaboliques, mais des fois, c'est simplement des diètes déséquilibrées ou trop sévères qui fait en sorte que la personne a des carences alimentaires comme ça. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est de comprendre ces 4 points-là. Donc, j'étais dans le par cœur, je suis plus dans la compréhension. On vous dit, donc on commence avec les faciles. Si je suis en situation d'hypoxie, ça veut dire que je manque d'oxygène. Donc, ça peut être un trouble respiratoire comme une maladie obstructive au niveau du système respiratoire des bronches, exemple. Vous avez une glace ou une accumulation de mucus ou de l'emphysème. Peu importe, les échanges gazeux se font moins bien. Donc, j'ai moins d'oxygène. Ça conduit à une situation d'hypoxie. Ça, c'est assez fréquent. Donc, avec vos patients, c'est ce que vous allez voir. On peut vivre en altitude. Je ne pense pas que c'est l'élément le plus fréquent que vous allez voir dans votre carrière, mais ça explique aussi une diminution d'oxygène. Donc, plus qu'on vit haut en montagne, exemple certains petits villages en Amérique du Sud ou peu importe, évidemment, ça explique aussi un manque d'oxygène. Mais je m'attends surtout aux situations d'hypoxie, aux troubles respiratoires qui sont fréquents. Donc, si vous manquez d'oxygène, une des réponses, il peut y avoir plein de réponses dans votre corps, mais une des réponses, c'est que les reins vont détecter ça, ils vont stimuler la production de PO. Et elle est où la logique? C'est ça que je veux que vous compreniez. À chaque fois que vous avez un manque d'oxygène, vous favorisez la fabrication d'érythrocytes. Et là, vous allez peut-être penser, oui, mais ça n'augmente pas ma quantité d'oxygène. Je suis d'accord avec vous, mais ça va augmenter le transport d'oxygène. C'est une façon indirecte d'accélérer le déplacement d'oxygène vers les différents organes. Vous manquez d'oxygène, les différents organes manquent d'oxygène. Une des voies pour compenser la situation, c'est de déclencher la production de PO pour favoriser la transformation des cellules souches avec les différentes étapes que j'ai expliquées précédemment pour favoriser évidemment la production d'érythrocytes. Et là, on augmente le transport d'oxygène. Même idée, trouble circulatoire, et là, vous ne le voyez pas parfois.
Vous dites, ouais, mais exemple, j'ai un caillot, accumulation de cholestérol ou de plaques de graisse qui bloquent une artère. Mais exemple, si j'ai un organe ici, puis j'ai une artère qui l'alimente et j'ai un caillot qui bloque, puis pire, j'ai une artère principale qui alimente 4 organes différents, qui fait différentes branches, bien, elle est bloquée, l'effet va être encore plus fort. Mais le concept, le sang, s'il ne peut pas circuler, est-ce que l'organe va gagner de l'oxygène? Non. Donc, un trouble circulatoire ici, une obstruction d'un vaisseau sanguin comme ça, a le même impact qu'un trouble respiratoire. Puis pour vous, c'est dur à comprendre parce que vous dites, ouais, mais là, une artère bouchée, puis de l'asthme, puis de l'emphysème, ça n'a aucun rapport. Ou vivre dans un village en montagne, je suis d'accord, mais du point de vue de l'organe, il manque d'oxygène. Et on va se dire les vraies choses, l'organe, lui, s'en fout un petit peu que tu as un trouble circulatoire respiratoire. Lui, il manque d'oxygène. Ça n'arrive pas à destination. Que l'artère soit bloquée ou que ce soit tes bronches qui soient bloquées, ça ne change rien, il y a un manque d'oxygène. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici que même certains troubles circulatoires, par exemple une obstruction d'un vaisseau sanguin, va conduire au déclenchement de PO aussi. Ce n'est pas toujours des troubles respiratoires. Mais c'est quoi le déclencheur? C'est un manque d'oxygène. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça, c'est la première chose que je veux qu'il soit clair dans votre esprit. Comprendre pourquoi ces 4 causes-là vont déclencher le PO. Je vais rouvrir également une parenthèse parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances un peu médicales dans mon cours, qu'on va de toute façon voir pendant la session, mais souvent vous pensez toujours comme... Moi, je simplifie en fait. Je vous présente une boucle. Là, je suis dans le sang, je vous présente une boucle d'adaptation. Puis là, je vous explique les poumons, je vais parler d'une autre boucle. Mais dans la vraie vie, c'est jamais aussi simple que ce que moi je fais. C'est des multitudes de boucles d'adaptation. Parfois même, il y en a qui vont avoir des réponses paradoxales, contradictoires, qui vont se nuire, qui vont être enclenchées. Et juste pour que vous ayez une idée du tableau, même si je ne vous le demande pas, quand vous avez un trouble, exemple d'hypoxie comme ça, mettons de l'emphysème, puis il y a des échanges gazeux qui se font moins bien, vous manquez d'oxygène. Oui, vous avez compris maintenant que les reins vont déclencher la production de PO pour augmenter le transport d'oxygène via les érythrocytes. Donc, on augmente les globules rouges, on augmente le transport. Mais c'est vrai aussi qu'il y a d'autres systèmes qui vont s'adapter que je ne parle pas. On peut imaginer que le rythme respiratoire du patient va augmenter. Pourquoi? En augmentant la fréquence respiratoire, je vais respirer plus vite, donc je vais aller chercher un maximum d'oxygène. Je m'attends que ce patient-là, s'il n'y a pas de trouble cardiaque, que la fréquence cardiaque va être plus élevée. Pourquoi? Parce que si le cœur pompe plus rapidement, le sang circule plus vite, j'amène plus d'oxygène. Et ces 3 boucles-là, même s'il y en a juste une à étudier pour l'instant, ces 3 boucles-là travaillent de concert. Ça explique un petit peu tantôt la personne qui pourrait me dire « Ouais, mais quand même bien que j'augmente le transport, j'ai pas plus d'oxygène. » Non, mais maintenant, quand vous avez une vision générale, quand vous allez avoir fini votre deck avec votre 4 codes bio, puis vous comprenez bien la biologie, puis vous intégrez tout ça, là, vous avez une vision générale qui s'installe. Là, vous allez comprendre que, OK, il manque d'oxygène. Donc, on respire plus vite. Augmentation de la fréquence respiratoire. Tu vois, ton patient est en hyperventilation. Normal. J'ai plus d'oxygène, mais là, il faut que je le transporte plus. Donc, le PO va dire, à partir des reins, fabriquer plus de globules rouges. Donc, c'est bien beau d'avoir plus d'oxygène, mais si je n'ai pas de transporteur, il reste pris dans les poumons, ça ne marche pas. Donc, on fabrique plus de transporteurs. Là, les transporteurs ne circulent pas vite, pas grave, parce que la fréquence cardiaque va augmenter. Si la fréquence cardiaque augmente, peut-être même la pression artérielle va augmenter, ça va pousser plus rapidement la circulation sanguine. Et là, en circulant plus rapidement, l'oxygène va arriver plus vite. On joue sur 3 facteurs différents qui vont converger vers l'idée d'amener un maximum d'oxygène le plus rapidement possible pour contrer justement la situation d'hypoxie. Donc ça, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Maintenant, dans la vie d'un étudiant de mon cours, comme on discute le sang, tout ça n'existait pas. Simplement, ce qui existe pour l'instant, c'est la seule et unique boucle, l'érythropoïétine, manque d'oxygène, on fabrique des globules rouges pour annuler le transport. Donc, c'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Et cette fameuse boucle, donc en biologie, vous êtes habitué maintenant qu'il y a toujours des boucles de régulation de rétroaction. Donc, on parle d'un problème et comment on va répondre. Alors, c'est la seule boucle que vous allez avoir au premier examen, mais je vous demande de la savoir et de la comprendre et de la savoir par cœur. Donc, elle est illustrée sous forme d'image dans le livre. Ça peut vous aider, mais moi, c'est vraiment en mots que je veux que vous soyez capable de l'écrire. Donc, essentiellement, on se souvient, un stimulus, c'est toujours une perturbation de l'environnement, externe ou interne, qui va amener un déséquilibre ou parfois on parle de facteurs contrôlés. Donc, de mon point de vue, il y a une variable dans votre corps qui va être affectée. Souvent, il y en a plusieurs, mais une boucle
analyse seulement une variable à la fois. Donc ici, la variable, ça va être la quantité d'oxygène disponible. Il y a des récepteurs qui détectent le déséquilibre ou la variable qui a été affectée à la hausse ou à la baisse. Il y a un centre de régulation qui est généralement un organe, ça peut être le cerveau, un pancréas, un rein, peu importe, qui analyse l'information. En fait, le récepteur informe le centre qui va analyser l'information et lui, ben, il va prendre la décision d'émettre une réponse ou non. Et pour émettre une réponse, il faut agir sur un effecteur. C'est l'espèce d'ouvrier qui fait le travail. Donc, lui, il va provoquer une réponse finale dans le corps, mais évidemment, il y a un effecteur avec un effet biologique très particulier, très précis, qui va engendrer la réponse, qui généralement va aller dans le sens inverse du déséquilibre, mais qui parfois peut aller aussi dans le même sens. Donc, dans un cas très précis, ce que je vous demande, exemple, je vous dis que la personne souffre d'asthme, d'emphysème, troubles respiratoires, troubles circulatoires, donc toutes les causes qu'on a vues tantôt, ça fait quoi? Ben, ça engendre un déséquilibre qui est une diminution. Hein? Donc, je vais voir le terme ou la flèche, là, on diminue la quantité d'oxygène dans le corps. C'est une hypoxie, en fait. Il y a un récepteur qui va mesurer la concentration d'oxygène. Comme l'oxygène, c'est un élément chimique, on dit que c'est des chimiorécepteurs. Vous avez étudié différents types de récepteurs. Exemple, le récepteur à la douleur, barorécepteur pour la pression, thermo pour la température, peu importe. Mais là, ici, on parle de chimiorécepteurs spécifiques à l'oxygène. Donc, les récepteurs détectent la diminution d'oxygène et vont informer, sous forme d'influx nerveux, pardon, ici, ça, c'est pas les influx nerveux, oubliez ça, on va simplement informer le centre de régulation ici. Et ce centre, c'est les reins. Il n'y en a pas d'autres. Donc, le cerveau n'est aucunement impliqué. Souvent, vous pensez ça, le cerveau contrôle tout, mais en fait, fabriquer des globules rouges, le cerveau n'a pas d'impact direct. C'est vraiment les reins qui ont le pouvoir de fabriquer les globules rouges ou non, qui va dire aux os si c'est le temps d'en fabriquer ou d'arrêter. Et pour contrôler cette fabrication, les reins émettent une hormone qui s'appelle le PO, l'érythropoïétine. Cette hormone retourne en circulation sanguine, se promène un peu partout, et quand on va trouver les effecteurs qui sont en fait les os, hein, dans ce cas-ci, celui qui fait le travail, c'est certains os, alors là, dans les os, les cellules souches qu'on a vues tantôt, sous l'action de l'EPO, vont se spécialiser en érythrocytes, puis vont même se multiplier par mitose pour faire un grand nombre d'érythrocytes, qui vont retourner en circulation sanguine, et on augmente le transport d'oxygène. Donc, du point de vue de l'organe, il va y avoir plus d'oxygène qui va être livré à l'organe. Donc, ça remonte la quantité d'oxygène. On vous demande si c'est une rétroinhibition ou rétroactivation. Rétroactivation, c'est quand la réponse finale va dans le même sens que le déséquilibre. Rétroinhibition, c'est quand on va en sens inverse. Donc, le problème de départ, je manque d'oxygène. La réponse finale, je remonte l'oxygène. Donc, c'était trop faible, j'ai tendance à le remonter. C'est une réponse inverse, donc c'est clairement, dans ce cas-ci, une rétroinhibition. Okay? Donc, ça, c'est la boucle qu'il faut être capable de se souvenir. Donc, évidemment, c'est important pour le premier examen. Maintenant, la question que je vous demande, est-ce que c'est bon d'avoir de l'EPO ou non? Okay? Donc, dans ce cas-ci, toujours une question de quantité. Si vous augmentez la quantité de PO par rapport à la normale, je vous dirais que si l'augmentation n'est pas trop importante, c'est un avantage. En fait, une légère augmentation, il y a un peu plus de transport d'oxygène, donc un peu plus d'oxygène qui va être délivré aux muscles, un peu plus d'oxygène aux muscles, ben, on fait un peu plus d'ATP, puis évidemment, si je fais un peu plus d'ATP, ben, je mets en production d'énergie au niveau des muscles, des neurones du cerveau et tout ça. Donc, ça peut être même intéressant à ce niveau-là. Par contre, si vous en avez trop, en fait, si vous n'en avez pas assez, on l'a vu, là, il n'y a pas assez d'oxygène dans les cellules, donc on ne fait plus d'énergie, ils vont finir par mourir. Mais qu'est-ce qui arrive si vous en avez trop? Ça, c'est un problème ici, l'impact négatif qu'on n'a pas parlé. Donc, une légère augmentation de PO, c'est bon, un peu plus d'énergie, mais si vous en mettez trop et que vous avez trop de globules rouges, donc si j'augmente les érythrocytes ou globules rouges de façon excessive, ça augmente la viscosité du sang. Trop de cellules fait en sorte que le sang devient trop épais, trop visqueux. Et un sang visqueux, c'est difficile de le déplacer. Le cœur devra pomper beaucoup plus vite et beaucoup plus fort pour déplacer le sang, puis à un moment donné, il y a une certaine limite. Donc, ça amène des complications cardiovasculaires et dans les pires cas, ça peut amener une crise cardiaque. Puis le sang, s'il est très, très visqueux, ben, il ne se rend pas à destination, puis ça peut même conduire à un manque d'oxygène, finalement, à une hypoxie. De façon très paradoxale, vous voulez amener plus d'oxygène au tissu musculaire, mais tellement visqueux qu'on ne se rend pas à destination, donc vous n'avez pas d'oxygène. Et souvent, on va voir ça chez certaines personnes qui font des sports intenses ou certains athlètes qui vont se doper à l'EPO.
Et il faut faire attention, on a vu ça chez les cyclistes, hein. Il y a eu des scandales comme ça de dopage à l'EPO, et le concept est simple. On se dit, bien, j'ai plus de globules rouges, je peux transporter plus d'oxygène, puis mon muscle va travailler plus longtemps et tout ça. Mais si vous en injectez trop, bien évidemment, ça amène un sang plus visqueux, et là, vous pouvez mourir d'une crise cardiaque, ce qui s'est déjà vu aussi. Donc évidemment, trop, c'est comme pas assez. Question de culture, simplement intéressante pour bien comprendre l'effet de l'EPO. On voit souvent ça à la télévision, OK, dopage, le PO chez certains athlètes, mais on voit ça souvent chez, exemple, des sports de résistance ou d'endurance, cyclistes, coureurs de fond et tout ça. Maintenant, je m'excuse, maintenant, pourquoi c'est pas intéressant, exemple, chez une personne qui fait de l'haltérophilie, quelqu'un qui va lever donc une surcharge de poids des haltères pendant quelques secondes, des charges importantes. Là, on va parler de dopage plus aux stéroïdes et tout ça. Pourquoi ces deux substances-là ne sont pas utilisées, exemple, pour l'haltérophile? Bien, ça s'explique tout simplement parce qu'exemple, les stéroïdes, qui est en fait une analogue artificielle de l'hormone sexuelle testostérone, va développer une masse musculaire extrêmement importante. On veut développer une très grosse masse musculaire pour avoir une puissance rapide, mais sur une courte période, quelques secondes, soulève une charge importante. L'EPO ne va pas développer une musculature, n'a pas la fonction d'une hormone sexuelle à développer des os, des muscles plus gros. Elle fait simplement fabriquer des globules rouges. Donc, on amène un apport plus important d'oxygène au tissu musculaire. Celui-ci pourra travailler plus longtemps, de façon plus soutenue, parce qu'il fera de l'énergie plus longtemps. C'est un peu comme amener un peu plus d'essence dans votre voiture, vous allez rouler un peu plus longtemps. C'est vraiment un concept différent. Et comme je le disais tantôt, ça peut amener des complications médicales importantes, évidemment, s'il y a trop de globules rouges. Donc, c'est un risque, évidemment, qu'il ne faut pas courir. Voilà, donc ça termine cette première capsule sur une introduction au niveau du sang. Donc, dans la prochaine capsule, on va pousser un peu davantage des processus un peu plus complexes, comme le mécanisme de coagulation et tout ça. Donc, on verra ça en détail. Et éventuellement, on va parler aussi de la compatibilité des groupes sanguins. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne étude. Et comme toujours, vous me posez des questions si nécessaire, sans problème. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule.